Please be seated, veuillez vous asseoir. Good morning again. Good morning, Professor Klostermann. Le juge président, bonjour à nouveau. Donc, rebonjour, Monsieur Klostermann. Sans plus tarder, je redonne la parole à Monsieur Demirjian pour la suite de son interrogatoire. Monsieur Demirjian, merci. Monsieur le Président et Professeur Klostermann, je n'ai que quelques questions à vous poser au sujet de votre deuxième rapport qui va être affiché à l'écran, CIVOTP 00831482. Il s'agit du rapport qui porte la date du 23 juin 2015, quatrième demande. So, Professor, let me know when you have it. Donc, Monsieur le Professeur, faites-moi signe lorsque vous aurez trouvé ce document. Very well. Fort bien. Donc, voyez la première page qui est semblable au rapport précédent. Prenez la page suivante, je vous prie. Alors, information de l'affaire. Nous avons à nouveau les mêmes informations qui figuraient dans le premier rapport. Donc, je n'aurai pas de questions à vous poser au sujet de cette page. Donc, mais nous allons donc prendre la troisième page qui commence par le chapitre échantillon reçu. Monsieur le professeur, je dirais, d'après la rubrique numéro 2 intitulée Informations et instructions reçues, qui vous a été demandé de procéder à une autre analyse de DNA sur la victime numéro 8. Et la victime numéro 8, d'après le rapport précédent, c'est la victime pour laquelle il y avait une correspondance. C'était l'une des 3 victimes pour lesquelles il y avait une correspondance. Exact? Réponse oui, c'est exact. Question. Et la raison est qu'il se peut qu'il y ait un mélange des restes. Alors ce terme commingling en anglais, mélange, est-ce que c'est un terme scientifique? Réponse oui. Nous utilisons ce terme lorsque les gens sont dans des fosses communes, car vous ne savez pas si les os que vous voyez viennent d'un seul corps ou de plusieurs corps. Donc nous utilisons ce terme de mélange, commingling en anglais. Et lorsque vous avez ce type de situation, il ne faut pas oublier qu'il y a donc plusieurs personnes, plusieurs victimes qui se trouvent dans une fosse commune, comme cela fut le cas ici. Question, très bien. Alors, je vois donc la rubrique numéro 3, méthode, qui est la même que dans le premier rapport, et je n'ai pas de questions à vous poser à ce sujet. J'aimerais vous demander de prendre la page suivante, chapitre 3, ou paragraphe plutôt 3.1. Et là, nous voyons à nouveau que le fémur, ou qu'un échantillon de fémur a été pulvérisé, et vous avez donc le numéro NFI, le numéro d'identité du NFI. Est-ce exact? Réponse oui, c'est exact. Alors là, les questions que j'ai à vous poser concernent le paragraphe numéro 4, car voici ce que vous expliquez. Vous avez le fémur et nous avons le numéro d'identification. Un profilage ADN partiel d'une femme a été obtenu et le profil partiel ADN du fémur a été comparé au profil ADN de la dent. Alors, dans un premier temps, j'aimerais savoir ce qu'est un profil ou un profilage partiel. Réponse. J'ai essayé de vous l'expliquer. Nous utilisons le kit d'analyse MGM, qui est un kit que l'on peut se procurer dans le commerce. Nous avons des rapports de typage de 16 loci différents et locus
pour le genre. Alors parfois, lorsque votre quantité d'ADN est limitée ou que l'ADN est détérioré, vous ne pouvez pas avoir un profilage ADN complet. Vous ne pouvez pas avoir tous les résultats que vous souhaitez avoir, que vous attendez d'avoir. C'est pour cela que nous parlons de profil ADN partiel, à savoir toutes les informations ne sont pas disponibles, mais il y a quand même des informations qui sont extrêmement utiles. Et à partir de cet extrait de fémur, nous n'avons obtenu qu'un profil ADN partiel. Question, dois-je comprendre donc que si vous avez un profil ADN partiel, cela ne vous empêche pas d'établir une comparaison entre deux profils? Réponse, non. C'est seulement lorsque le profil ADN est vraiment trop partiel, trop limité et que vous obtenez trop peu d'informations. Là, vous pouvez vous attendre à ce que les preuves scientifiques que vous obtiendrez seront véritablement minimes. Donc, nous souhaitons toujours avoir le plus de renseignements scientifiques possible. Ce n'est pas toujours possible. Lorsque vous avez très peu d'éléments scientifiques, cela vous donne une valeur très faible avec un ratio de vraisemblance qui est très faible. Question, très bien. Page suivante, paragraphe 5. Vous expliquez que le profil ADN partiel du fémur correspond au profil ADN de la dent. Il s'agit toujours de la même victime numéro 8. C'est cela? Réponse oui. Il s'agit de la même victime. Question, et vous exprimez les résultats en utilisant la même formule que dans le rapport précédent, à savoir les résultats sont 1 milliard de fois plus vraisemblables si le fémur et la dent proviennent de la même personne, une femme, que si ces restes provenaient de deux femmes différentes et n'ayant aucun lien de parenté. Donc, est-ce qu'il s'agit du même coefficient de vraisemblance dont vous parliez? Réponse, ça c'est légèrement différent. Ce que nous avons là, c'est un profil ADN partiel pour le fémur et le profil ADN pour la dent. La question consiste à savoir si les deux échantillons proviennent de la même personne. C'est la première question qui a été posée, ou est-ce qu'il y a lieu mélange? Et ce que nous voyons, c'est que le profil ADN partiel du fémur correspond à toutes les informations dont nous disposons pour l'ADN de la dent, pour le profil ADN de la dent. Donc c'est une information très importante, car lorsque nous posons la question à savoir est-ce que ces deux échantillons proviennent de la même personne, et là nous avons véritablement des éléments très importants nous permettant de déduire qu'il s'agit bel et bien de la même victime. Question. Et en bas du document, nous avons à nouveau votre signature et votre nom. C'est cela? Réponse oui. Question, Monsieur le Président, je souhaiterais demander le versement au dossier de ce rapport. Et je n'ai plus de questions à poser à ce témoin. Le Président, je vous remercie beaucoup. Et avant de donner la parole à l'équipe de la Défense, je souhaiterais, pour ma gouverne personnelle, vous poser quelques questions. Alors, je ne vais pas poser des questions directrices, mais je vais poser des questions directes. Qui vous a donné tous les échantillons que vous avez analysés? Réponse, je ne les ai pas reçus moi-même. Le Président, oui, non, c'est l'Institut qui les a reçus. Réponse, oui, cela figure dans mon rapport. Ces informations, je les ai obtenues de la CPI. Question donc du Président. J'aimerais savoir si votre institut, le NEFI, a fait des analyses indépendantes au sujet de la provenance des échantillons. Réponse, non. Nous avons seulement fourni ou donné à ces échantillons des numéros d'identification uniques et ensuite nous avons procédé aux analyses ADN. Question. Donc, vous n'avez jamais en fait remis en question l'origine de ces échantillons? Réponse, non. Seulement, nous savions qu'il s'agissait par exemple de fémur ou de dents. C'est les seuls renseignements que nous avons obtenus. Le Président, je n'ai plus de questions à vous poser. Maître Altit, je vous en prie. Maître Hocher, c'est l'équipe de Monsieur Blégoudet qui va commencer. Le Président, excusez-moi, Maître Knops. Et de grâce, Maître Knops, ne parlez pas néerlandais. Ne parlez pas néerlandais avec le témoin.
Good morning, Professor Klosterman. Maître Knops, bonjour, monsieur le professeur Klosterman. Je m'appelle Jert Alexander Knops, je suis avocat et j'exerce aux Pays-Bas et je suis l'un des conseils de monsieur Bégoudet. Merci d'être venu ici ce matin. J'ai quelques questions à vous poser au sujet des deux rapports. Le premier étant le rapport amendé et le deuxième rapport étant le rapport relatif aux enquêtes faites sur le T-shirt. Alors pour ce qui est du premier rapport, il s'agit en fait du rapport intitulé rapport amendé, rapport du 13 mai, troisième demande, numéro de la demande étant la troisième demande. Alors, l'accusation s'est déjà penchée sur ce rapport dans une large mesure ce matin et j'ai quelques questions à vous poser. Ma première question visera la première page, à savoir la page CIV OTP-0084-3931, la page intitulée Information. Sur cette page, monsieur le professeur, vous avez une rubrique intitulée Renseignements supplémentaires. Et au deuxième alinéa, et je suppose que vous avez le rapport devant vous, il est indiqué qu'un ajustement qui n'a rien à voir avec des erreurs typographiques qui figuraient au départ sur la page 7. Donc il est question d'un ajustement ou d'une erreur ou d'erreurs au pluriel qui ont été faites au niveau de la numérotation de la CPI des échantillons, tableau numéro 1. Et il est indiqué dans votre rapport que ces erreurs ont été ajustées. J'aimerais vous poser une première question à ce sujet. De quel type d'erreur s'agissait-il pour ce qui était de la numérotation des échantillons? Réponse. Alors, il va falloir que je procède à une analyse approfondie des deux rapports, car je ne peux pas vous dire comme cela quelles sont les erreurs qui ont été corrigées. Question. Je comprends que ces erreurs sont différentes des erreurs mentionnées à l'alinéa 1, à savoir les erreurs typographiques. Dans ce cas d'espèce, il s'agit d'erreurs de numérotation. C'est cela? Réponse oui. Question. Mais qui a découvert ces erreurs de numérotation? Est-ce que vous vous en souvenez? Est-ce que vous vous souvenez qui a fait allusion à ces erreurs? Réponse. Je pense que cela est venu de la CPI. Si j'avais, ou lorsque j'aurais toutes les informations relatives à cela, je pourrais vous répondre exactement, mais je ne dispose pas de ces informations ici. Question. Donc, vous n'avez pas les informations qui vous permettraient d'indiquer à la Chambre quel type d'erreurs de numérotation ont été ou avaient été faites. Réponse non. Question. Mais est-ce que vous vous souvenez qui a rectifié ces erreurs? Alors, outre le fait que les erreurs ont été détectées, il est indiqué à l'alinéa 2 que ces erreurs ont été rectifiées. Alors, qui est responsable de la rectification de ces erreurs? Réponse, le NFI. Question. Et est-ce que vous vous souvenez de quelle personne il s'agit? Est-ce que c'était vous, un collègue? Réponse. Non, ce n'était pas moi, j'en suis sûre, mais je ne peux pas vous dire qui a découvert cela. Mais question, est-ce que vous pourriez peut-être nous indiquer la période en question? Quand est-ce que ces erreurs ont été découvertes? Réponse. Je ne peux pas vous donner ces renseignements si je ne dispose pas de tous les renseignements utiles. Je ne les ai pas ici. Question. Et vous-même, est-ce que
vous avez été en mesure de vérifier si les erreurs précédentes avaient bel et bien été corrigées? En d'autres termes, est-ce que la numérotation ensuite a été exacte? Ou est-ce que c'est un de vos collègues qui vous a donné cette information et vous avez repris cela dans le tableau numéro 1? Réponse: c'est exactement ce qui s'est passé. Question: donc c'est un de vos collègues du NFI qui vous a dit qu'il y avait des erreurs et vous avez repris les rectifications. Réponse: oui. Question: donc vous n'avez pas été en mesure de vérifier si, par exemple, les chiffres qui figurent au tableau numéro 1, ce que vous avez dans la colonne de gauche, ainsi qu'avec le numéro d'identification et la colonne de droite pour le numéro ou la code de la CPI, vous n'étiez pas en mesure vous-même de vérifier ces chiffres. Réponse: nous avons un système électronique au NFI dans lequel figure le numéro du dossier, ainsi que les différents chiffres et numéros qui ont été donnés aux différents éléments. Donc, je peux vérifier si cette information est correcte, si l'information électronique est correcte. Et cela, je l'ai fait. Question. Et eu égard à la question qui vous a été posée par le président de la Chambre, est-ce que vous vous souvenez comment les échantillons ont été livrés au NFI? Les échantillons dont il est question au tableau numéro 1, vous avez fait référence à un conteneur. Est-ce que vous avez été en mesure de vérifier comment ces échantillons ont été livrés, ou est-ce que vous avez utilisé les renseignements qui vous ont été fournis par un collègue? Réponse: oui. C'est le collègue qui se trouvait à la réception, à la réception du NFI, qui m'a fourni les renseignements. Et j'ai également utilisé les renseignements qui ont été pris à partir de photographies, parce que tous les échantillons reçus ont été photographiés. Question: oui. Réponse: oui. Donc j'ai pris ces renseignements. Question: mais est-ce que vous vous souvenez, monsieur le professeur, si la CPI qui vous a envoyé les échantillons vous a fourni un formulaire de chaîne de conservation formulaire écrit pour ces échantillons? Réponse: oui. À partir du moment où les échantillons ont été amenés depuis la CPI jusqu'au moment où ils ont été transférés au NFI, tout a été extrêmement bien répertorié et consigné. Question: mais pour ce qui est de la chaîne de conservation de ces documents, est-ce que vous les avez? Est-ce que vous en souvenez? Réponse: oui. Ce dont je me souviens, c'est qu'il y a un tableau avec des signatures pour ce qui est du moment où les éléments ont été transférés. Question: mais est-ce que cela pourrait être le formulaire qui est intitulé formulaire de transmission et de réception? Réponse: oui, cela peut être le cas. Question: est-ce que nous pourrions, je vous prie, demander l'affichage du document qui est en annexe du rapport de mission du docteur Baccar, CIV OTP 0084 3939, page numéro 3945. Regardez votre écran, monsieur le professeur. Vous y verrez un document. Alors, l'entête est l'entête du NFI. Le document est intitulé Formulaire de transmission et de réception. Vous voyez dans la colonne de gauche les numéros des objets transférés. Ensuite, vous avez la description. Et puis, vous avez la dernière colonne de droite qui est la colonne des observations. Est-ce que c'est le formulaire de chaîne de conservation dont vous parlez? Réponse: oui. Cela donc est un exemple de la chaîne de conservation ou du formulaire. Et là, il est question du t-shirt. Question: oui, je reviendrai sur le t-shirt dans une minute, mais il s'agit d'un document qui a été rédigé par le NFI. Ce que je voulais savoir, c'est si ce type de formulaire vous a également été transmis par les enquêteurs de la CPI. Ou est-ce qu'ils ont été transmis par les enquêteurs de la CPI au NFI? Réponse: écoutez, il faudrait que je reprenne le dossier pour trouver ce type de renseignement. Question: mais si nous voyons ce document, monsieur le professeur, vous voyez qu'il est écrit à la main: incident, démonstration des femmes, 3 mars 2011. Vous voyez cela? Réponse: oui.
Question, qui a écrit cette précision? Est-ce que vous en souvenez? Est-ce que c'est le NFI? Est-ce que c'est quelqu'un qui a présenté cette information au NFI? Réponse. Peut-être que ces informations ont été présentées au NFI, mais je ne sais pas qui l'a écrit. Question, mais ce n'est pas votre écriture? Réponse. Ce n'est absolument pas mon écriture. Question. Et pour ce qui est de la colonne de droite, pour le début, le haut du tableau, vous voyez, il est écrit ADN, déchirure, trou fait par une balle, composition, tissu noir. Donc, est-ce que ce sont des informations qui vous ont été fournies par les enquêteurs de la CPI? Est-ce que vous en souvenez? Réponse, oui, mais je ne sais pas qui a écrit cela. Alors, bien sûr que cela a à voir avec les besoins d'enquête de la CPI, mais je ne sais pas qui a rédigé ceci. Question. Alors, page du compte-rendu d'audience 14, ligne 21 pour l'audience d'aujourd'hui. Vous avez dit à la Chambre que vous aviez reçu certaines explications au sujet de l'affaire et au sujet des éléments qui étaient transmis. Est-ce que vous vous souvenez du type d'information que la CPI vous a relayé au sujet de l'affaire, au sujet des faits? Comment est-ce que cette affaire, ce procès, vous a été présenté par les enquêteurs de la CPI? Réponse. Moi, je n'ai jamais parlé aux représentants de la CPI. Les gens qui ont eu des contacts avec les représentants de la CPI sont les deux personnes qui se trouvent à la réception du NFI, Madame O'Sullivan et Monsieur Erhardt. Ce sont eux qui ont eu le contact. Question. Mais de quel type d'informations est-ce que vous disposiez avant votre analyse ADN? Est-ce que vous aviez des informations au sujet des faits de l'affaire? Comment est-ce que les intermédiaires vous ont présenté l'affaire? Réponse. Ce qui était extrêmement important, c'est que nous avions un certain nombre de dents et d'eau qui provenaient d'une fosse commune qui devait être comparée avec l'échantillon de référence et il fallait trouver des correspondances. Moi, je n'avais pas de nom de suspect, je n'avais pas d'informations détaillées au sujet de l'affaire. Je savais qu'il s'agissait d'une affaire qui concernait la Côte d'Ivoire. Voilà, plus ou moins ce que je savais. Question. Mais avant votre analyse, monsieur le professeur, est-ce que, pour ce qui est des échantillons qui ont été envoyés ou présentés au NFI, est-ce que vous étiez au courant qu'il s'agissait apparemment d'un événement qui s'était déroulé en Côte d'Ivoire et qui avait à voir avec une manifestation de femmes le 3 mars? Est-ce que cette information, est-ce que vous la connaissiez, cette information, avant le début de votre analyse ADN? Réponse. Sur le t-shirt, voulait dire? Question, oui. Réponse, oui, je le pense. Je pense que j'étais au courant. Question. Et cette information qui vous a été présentée, suivant laquelle il y avait ce trou qui avait été fait par une balle dans ce t-shirt, tel que cela est indiqué dans le formulaire de transmission-réception. Réponse. Ce que je savais, c'est que le t-shirt faisait l'objet d'une enquête multidisciplinaire. Donc il y avait plusieurs personnes qui examinaient le t-shirt, non seulement pour faire une analyse d'ADN, mais également pour faire d'autres analyses médico-légales. Donc nous savions, ce qui était important, c'est qu'il fallait être extrêmement minutieux et circonspect avec le t-shirt et qu'il fallait adopter une approche spéciale. Question, monsieur le professeur, nous n'allons pas entrer dans les détails de la norme ISO 17025 qui porte sur les exigences en matière de compétences et d'analyse de laboratoires qui collaborent pour ce type d'analyse. Dans la note en bas de page numéro 6 de votre rapport amendé, vous faites référence à un article de monsieur le professeur Johnson, mais dans votre rapport amendé, vous ne faites
pas référence à la note de bas de page numéro 6. D'où ma question. Il y avait monsieur le professeur Moning, qui fait partie de la commission sur la recherche de paternité, comme vous le savez, donc qui fait partie de l'Institut médico-légal de Copenhague, au Danemark, et qui a écrit un article en 2002 dans la publication Forensic International avec monsieur le professeur Robert Allen et consorts. Donc, tous les membres de la commission sur la recherche de paternité ont rédigé cet article et j'ai saisi cet article qui fait maintenant l'objet du document CIV D25 0039-001-17. Peut-être que vous pourriez voir sur votre écran. J'aimerais dans un premier temps vous demander si vous reconnaissez cet article. Ce sera ma première question. Est-ce que vous êtes au courant des conclusions du docteur Morling et Hall. Donc, je le répète, il s'agit d'un article qui a été publié en 2002, le 15 juillet 2002. International pour la génétique scientifique qui fait état de plusieurs recommandations pour les normes ISO. Et dans cet article, qui n'est pas inclus dans votre note de bas de page numéro 6, il est indiqué au paragraphe 5.7, et j'aimerais vous demander d'avoir l'amabilité de regarder ce paragraphe CIVD 25 0039 0023. Vous voyez ce paragraphe 5.7 avec les recommandations de la Société internationale de l'ISFG, donc rédigé par la Commission en matière de recherche de paternité. Il y a une recommandation qui est indiquée, et cela peut-être un rapport avec la question qui avait été posée par le juge président, des procédures garantissant l'identité de la personne sur laquelle l'échantillon est prise et la traçabilité de l'échantillon seront régis par le contrat avec les clients. Alors, je suppose que la CPI était en quelque sorte votre client, enfin le client du NFI, pour reprendre le terme utilisé par la Commission sur la recherche de paternité. Quelles sont les procédures qui ont été mises en place pour garantir que les échantillons que vous avez reçus de la part de la CPI étaient des échantillons qui correspondaient à l'identité des membres de la famille en application du paragraphe 5.7 et de la recommandation de l'ISFG. Answer to this question. Réponse. Je crois que c'est à la CPI qu'il convient de poser cette question. Ce n'est pas au NFI de répondre à cette question, car après tout, nous n'avons pas pris part à l'échantillonnage des objets de référence appartenant aux membres de la famille, ni dans la sélection des dents et des os sur les cadavres. Question, pour être très clair, monsieur le professeur, cela vaut également pour le rapport 001, parce que vous-même, vous avez mentionné un rapport rédigé par votre collègue, le professeur Van Dolen, en date du 24 mai 2014, au paragraphe 1, échantillon reçu. Mais là encore, cela est vrai, n'est-ce pas? C'est-à-dire que cela s'applique également au cas de votre collègue. Celui-ci n'a pas vérifié la véracité, l'authenticité des échantillons reçus de la CPI. Est-ce que cela correspond à la réalité? Monsieur Demirjian interrompant le président, monsieur le procureur, monsieur Demirjian, monsieur le président,
Maître Knops vient de faire référence à un rapport sans nous en donner la référence d'une part, et d'autre part, le témoin expert n'est pas en mesure de se prononcer sur le fond d'un autre rapport. Donc cette question est sans objet, n'est pas pertinente. Maître Knops, c'est l'expert qui a évoqué ce rapport lui-même pour, si j'ai bien compris, étayer sa réponse quant à l'origine des échantillons. Le juge président, je viens de me rendre compte que vous avez posé une question très longue et que vous allez obtenir le même résultat que moi quand j'ai posé une question très courte. Maître Knops, vous avez raison, Monsieur le Président, mais en tant que Conseil de la Défense, nous n'avons pas le luxe de poser des questions sans établir les fondations de notre question. Il s'agit de l'onglet 21. Donc, dans le classeur des pièces de la défense, monsieur le procureur, c'est le premier rapport mentionné, le rapport 001, onglet 21, sur la liste de nos documents. À ce sujet, monsieur le professeur, pourriez-vous, s'il vous plaît, vous reporter à la page suivante de l'article du docteur Morling et collaborateurs, et plus précisément paragraphe 5, paragraphe 10, 3.2, CIV D25 0039 0024. Et vous verrez, monsieur le professeur, au bas de cette page, une page de cet article, 5.10.3.2, la mention suivante. Les rapports relatifs au test contiennent les résultats des échantillons et comprennent les éléments suivants. L'identification sans ambigu de la substance, du matériel ou du produit échantillonné, y compris le nom du fabricant, etc., etc. Et je suppose que là, vous vous êtes fondé sur les informations qui vous ont été communiquées pour la CPI pour déterminer si cette recommandation a été suivie ou pas. Réponse, oui, mais nous n'avons pas fait référence à cette recommandation. Nous avons fait référence à une autre question. Comment Réponse, je faisais référence à l'autre article. Question, c'est exact. Réponse, oui, oui. Question, je comprends cela. Je comprends que vous avez fait référence à la recommandation faite par la commission de recherche sur la paternité. Et je suppose que vous faites référence à ces recommandations. La réponse, oui. Nous calculons la manière ou le ratio de vraisemblance avant de parvenir à des conclusions. Question, c'est exact. Question, parce que, s'agissant de ce test de paternité spécifique, nous avons un père putatif vivant, ainsi que des membres de la famille qui sont toujours en vie. La situation est complètement différente. Il ne s'agit pas d'extraire des extraits enterrés pour obtenir ou recueillir des dents et des os, ainsi que pour les examiner dans un laboratoire. Je ne peux pas comparer les situations puisqu'elles ne sont pas identiques. Question, est-ce que vous dites que dans ce cas précis, le NFI n'était pas en mesure d'appliquer ces recommandations? Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de dire? Réponse, non, s'agissant de l'identité de l'échantillon. Réponse, très bien. Question, au paragraphe 5.10.6, il est dit que lorsque le rapport sur le test de paternité contient des résultats, les résultats donc doivent être clairement identifiés. Est-ce que vous êtes en train de dire que le paragraphe 5.10.6 ou la recommandation, cette recommandation ne s'applique pas en l'espèce? Réponse, non, non. Non, pas en ce qui concerne l'analyse ADN ou l'analyse qui a été faite par le NFI. Il ne s'agissait pas de cela. Question, très bien. Ma dernière question, s'agissant de ce rapport, concerne votre déclaration que vous avez faite ce matin. Il s'agit du compte-rendu de ce matin, version anglaise, page 28, ligne 5. Vous avez dit tous les échantillons contenaient une quantité faible d'ADN. Le témoin interrompant, c'est-à-dire les échantillons extraits du fémur et de la dent. Réponse, question, c'est exact.
Est-ce que vous avez utilisé la technique traditionnelle de la PCR? Est-ce que vous avez utilisé cette technique connue ou l'autre technique connue sous le nom de la méthode du nombre de copies minime LCN qui a été appliquée par le NFI auparavant et qui a été corrigée en tenant compte d'une quantité faible d'ADN? Réponse. Je crois que nous ne pouvons pas obtenir des échantillons, tirer des résultats d'un échantillon il n'était pas nécessaire de procéder à une analyse LCN dans le contexte actuel, en ce qui nous concerne. Question. Très bien, merci monsieur le professeur. Voilà les questions que j'avais concernant le premier rapport. Le deuxième rapport, qui n'a pas été abordé par l'accusation, est le rapport qui a été rédigé par vous-même, demande numéro 005. Mr. President, the report. Monsieur le Président, le document ou le rapport n'a pas été affiché à l'écran, mais j'ai une copie papier. Je suis sûr que le professeur Klostermann a également une copie. Le Président, oui, il a été autorisé à disposer d'une copie. Le rapport du 12 août 2015, n'est-ce pas, Maître Knops? Oui, il s'agit du rapport du 3 août 2015, ICC OTP 0806 00861261. Je voulais voilà préciser cela. Le témoin, mais il ne s'agit pas du rapport qui est affiché à l'écran. Maître Knops, non, pas encore. L'interprète de la cabine française signale qu'il est difficile d'interpréter 3 personnes qui parlent en même temps. Maître Knops, il s'agit du rapport concernant le t-shirt. Le témoin, le document n'est pas affiché à l'écran. J'ai le t-shirt devant moi, oui. Maître Knops, non, ce n'est pas affiché à l'écran, mais je peux poursuivre, Monsieur le Président. Le Président, oui, allez-y. Maître Knops, Monsieur le Professeur, s'agissant de ce rapport, au paragraphe 2 et au premier paragraphe également, intitulé « Pièce », il y a une description relative à une demande concernant le t-shirt de victime. Il s'agit du premier tableau. Et ensuite, au deuxième paragraphe, il est dit information de base. Ensuite, description de l'élément de preuve, t-shirt porté par la victime. Ma question était la suivante. Qui vous a donné ces informations? C'est-à-dire que ce t-shirt appartenait à une victime et qu'il avait été porté par celle-ci. Lors de l'incident de la marche des femmes du 3 mars, il s'agit du premier paragraphe de la section intitulée Information de base, paragraphe 2. Réponse, je ne sais pas qui l'a écrit, je ne sais pas si cela émanait du NFI ou de la CPI, en tout cas ce n'était pas moi. Question. Donc, vous avez pris l'enveloppe contenant les objets et vous avez utilisé les informations qui étaient contenues que vous avez intégrées à votre rapport. Réponse. Ce rapport est signé par plusieurs personnes. Le juge président, ne parlez pas tous en même temps, s'il vous plaît. Maître Knops, pardon. Le témoin poursuivant. Donc, le rapport a été rédigé par 3 personnes. Moi, je n'ai pas inclus d'informations. Maître Knops, est-ce que vous avez pu vous-même examiner l'enveloppe contenant les objets qui vous ont été remis? Réponse, non, je n'ai pas pu le faire.
Question. Comme il s'agit d'un examen médico-légal multidisciplinaire faisant appel à 3 experts, dont vous êtes un, est-ce que vous avez discuté avec vos 2 autres collègues, le docteur Van den Boyet et le docteur Kneienberg, des résultats de votre analyse à la lumière de vos domaines d'expertise respectifs? Les résidus de balles, les textiles, les fibres. Ainsi, est-ce que vous avez discuté de vos analyses respectives? Réponse, oui, bien sûr. À un moment donné, nous avons discuté de cela. Réponse,